Aujourd'hui, je m'entretiens avec Michel Albert. Michel est d'abord un retraité des Forces armées canadiennes, mais surtout, il est le père d'un vétéran qui vit avec un sévère choc post-traumatique. Michel Albert, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci de me recevoir. Michel, vous êtes un vétéran, donc en quelle année vous êtes enrôlé? Bon, mon Dieu, on rebobine le film en 1969, 17 ans. J'habite sur la Côte-Nord. Le goût de l'aventure me prend. On s'enrôle pour faire une carrière de 25 ans jusqu'en 1994. Ma carrière a été entrecoupée. J'ai fait les 10 premières années en télécommunication et les 15 dernières années en gestion du personnel. Et c'était quoi votre plan de carrière à l'époque, lorsque vous vous êtes enrôlé? Ah mon Dieu, j'avais rien, nécessairement, j'avais rien de planifié. C'était le goût de l'aventure, puis je prenais ça d'année en année, mais plus que tu avances dans le temps, plus que tu vois une possibilité d'obtenir une retraite. Donc, c'est ce qui m'a fait demeurer pendant 25 ans dans cette grande famille. Je te dirais que c'est un environnement qui est assez particulier, puis tu développes des liens d'amitié avec plusieurs personnes. Donc, ça a été ma grande famille, ma deuxième famille. Votre deuxième famille. Vous avez fait quelques missions pendant vos 25 ans? En 1900, j'ai fait quand même des théâtres opérationnels au niveau canadien en tant que tel, mais pas dans des missions reconnues. En 1973, en novembre 1973, j'ai fait la mission en Égypte pour le désengagement de la force israélienne et égyptienne. C'était vous me disiez que c'était une mission qui était quand même là, relativement calme. C'est ça, durant cette période-là, j'ai jamais senti ma vie en danger. C'était une mission de paix. Au contraire, même la population était heureuse de nous recevoir parce qu'on venait séparer les forces pour essayer d'amener la paix à ce moment-là. Et votre fils Alain s'enrôle. Comment un père réagit? Est-ce qu'il est heureux? Est-ce qu'il le pousse à s'enrôler pour vivre ce qu'on a vécu? C'est venu naturellement du côté d'Alain. J'ai deux garçons là, à 2 ans de différence. Denis et Alain, ce sont 2 anciens militaires aussi. Puis quand ils ont pris la décision, ils n'ont pas nécessairement consulté leur père. Sauf que d'avoir passé du temps dans ce milieu-là, c'était quand même pas de l'inconnu pour eux autres. Puis est-ce que vous étiez toujours au sein des forces lorsque, par exemple, Alain s'est enrôlé? Non. Non? Vous aviez quitté à l'époque? Moi, j'étais retraité, là. Et comment on réagit? Est-ce que quand, par exemple, Alain et Denis vous disent, ben nous, on s'enrôle, on rentre dans les forces? Ben, je trouvais que le milieu étant un milieu disciplinaire, je trouvais que c'était quand même une bonne école de formation pour eux. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils fassent une carrière en tant que tel, mais je disais le cheminement qu'ils vont faire là-dedans, le métier qu'ils vont apprendre, là, ça va sûrement leur servir en tant que tel. Donc, les deux ont fait à peu près 10 à 12 ans là, de carrière militaire, puis présentement, là, les deux sont retraités. C'est ça. Parlons de la carrière d'Alain. Alain a fait une mission en 2004 en Afghanistan. Comment on se prépare en tant que père? On sait que ce qui se passe là-bas, c'est assez difficile. En tant que retraité des forces, comment on se prépare à voir partir son fils dans une mission comme ça? C'est sûr que c'était totalement différent là, des missions que moi j'avais connues. Une mission de paix et une mission d'engagement sur le terrain, c'était complètement différent. En tant que père, c'est sûr qu'on essaie d'éviter de penser à des choses qui pourraient arriver. Je vous dirais même qu'on essaie de fuir ces images-là en tant que telles, puis on vit dans l'espoir que tout va bien se passer. Et moi, de mon côté en tant que tel, je me suis comme vraiment déconnecté de ce qui pouvait se passer sur le terrain en tant que tel. Ça, probablement que ça m'aurait peut-être trop inquiété. Puis, donc, j'ai respecté son choix, parce qu'Alain avait quand même une belle carrière qui débutait. Il était, dans les termes militaires, il était médé, là, il était ambulancier, infirmier ambulancier. Donc, je savais qu'en allant sur le terrain, il allait probablement voir et participer à des choses peut-être qui seraient un peu plus difficiles là, quelqu'un qui est en administration. Tout à fait. À la place ou des choses comme ça. Lui, il était vraiment sur le terrain. Là. Oui. Ben, le premier événement, si vous me permettez, le premier événement dans lequel il a été confronté, si vous vous en rappelez, en 2004, il y a un militaire qui avait tenté de se suicider avec son arme.
Puis il avait manqué son coup en tant que tel. Puis c'est Alain qui est arrivé le premier là, dans l'attente. C'était un sergent, je pense, qui avait pris sa carabine puis il avait tenté de se suicider. Donc la première image qu'il a vue, puis il a été le premier intervenant. Donc c'est des images successives comme ça, puis des événements qui se sont probablement passés sur le terrain, qu'Alain n'a jamais été nécessairement à l'aise de partager avec moi, puis je n'ai jamais insisté non plus là, pour le savoir. Et si on revient à la préparation, Alain, est-ce que vous voyez qu'il se préparait ou comme vous, il n'en parlait pas? Est-ce qu'il y avait une conjointe à l'époque? Comment ça se Du moment qu'il est allé sur le théâtre? Oui, du moment où il partait là, pour l'Afghanistan en 2004? Alain est une personne qui est très structurée. Donc, il y a toujours un plan de match, une planification en avant de lui. Donc, puis avec l'entraînement qu'ils ont au préalable pour aller sur le terrain, n'empêche qu'en 2004, c'était quand même dans les premières missions. Donc, c'est ceux qui ont pris de l'expérience au fil du temps. En 2004, Alain, le partage avec la conjointe, puis probablement dans la planification du futur de sa carrière, c'était une acceptation. C'est même ça se passe, puis on y va, puis sans nécessairement prévoir qu'est-ce qui allait se passer aussi. Là. Donc, c'est un petit peu... ça a été une routine militaire pour lui en tant que tel, là, qui était différente de la mienne. Là. Et Alain revient pas parce qu'il veut, mais parce qu'on, pour des raisons médicales. Comment vous réagissez? Je vous dirais que lorsque j'ai appris qu'Alain avait été rapatrié... Ça, on est toujours en 2004. Oui, en 2004. Le post-traumatisme, à ce moment-là, n'avait pas été nécessairement diagnostiqué, si on peut dire. Je dirais même un peu que c'était tabou. Ben, personne n'osait nécessairement parler. Tabou, honteux peut-être aussi. Là. Donc moi, j'avais participé à des missions où j'avais vu des images. Donc quand j'ai su qu'Alain avait une certaine problématique, peut-être le fait que j'étais militaire, on porte un jugement différent d'une personne qui ne connaît pas l'environnement militaire. Puis, je ne m'en cache pas. J'ai eu un jugement peut-être difficile là, aujourd'hui. Là, je réalise que j'avais un mauvais jugement en tant que tel. Je me disais, ben, mon Dieu, quand je suis allé en Égypte, moi, je suis au bord du canal de Suez, j'ai vu des cadavres se faire déchiqueter par des chiens. Puis je vous en parle, puis je vois les images. Là. Puis je me dis, ben comment ça? Qu'est-ce qui arrive? Puis ça, c'est en prenant de l'information. J'ai lu un livre du général Dallaire qui disait, bon, mais quelqu'un qui est amputé ou on voit quelque chose de physique, mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas comprendre qu'il peut avoir des blessures psychologiques tout aussi importantes? Ça m'a fait réfléchir à ce moment-là, puis j'ai commencé à me documenter pour réaliser que c'était au-delà de mes connaissances. Donc j'ai arrêté de porter un jugement à ce moment-là, puis je me suis renseigné là, vraiment sur la problématique. Et je ne vous cacherai pas qu'en me renseignant, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup, mais beaucoup de militaires qui étaient aux prises avec cette problématique-là. C'était épeurant. Absolument. Et vous savez les conséquences de ces problématiques-là qui sont mal encadrées. On entend parler de suicide, d'isolement et tout ça. Puis là, je voyais qu'Alain, à son retour de l'Afghanistan, il est retourné sur le marché du travail. Sauf que ce n'était pas une progression qui s'améliorait. Je voyais qu'il y avait une dégradation, donc le travail devenait de plus en plus difficile. La relation de couple devenait de plus en plus difficile. Les prises de décision devenaient de plus en plus difficiles. Puis moi, je me voyais complètement démuni de comment je pouvais l'aider. Il y avait une conjointe à l'époque. Malheureusement, il y avait qu'une séparation. Et c'est à partir de ce moment-là qu'Alain a peut-être connu un isolement beaucoup plus important. Je pense que ça, c'est le pire cancer d'un post-traumatique, c'est de s'isoler en tant que tel. Donc là, je vous déboule l'histoire un petit peu comme elle s'est produite. On parle de 2004, donc ça fait quand même 13 ans. Alain avait 29 ans dans le temps. Aujourd'hui, il est rendu à 42 ans, puis je voyais aucune amélioration. Sans vouloir juger le système, j'étais un petit peu déçu de voir qu'on se libérait des responsabilités en disant, bon, on va te donner un montant pour avoir bonne conscience, on va payer tes médicaments, puis on va te donner un soutien psychologique. La blessure, elle se modifie pas. Pendant ce temps-là, j'entendais parler qu'il y avait des militaires qui se suicidaient, là, qui avaient vécu, principalement ceux qui ont vécu des missions en Afghanistan. Donc là, je me disais, mon fils n'est pas différent des autres non plus, là. Donc, vous avez craint à un moment donné qu'il puisse passer à l'acte? Oui, j'ai craint. J'ai partagé ça avec Alain, que je m'étais conditionné un jour à ce que le téléphone sonne, puis d'entendre la mauvaise nouvelle.
Et je me trouvais tellement démuni à dire, qu'est-ce que je peux faire pour éviter que cette chose-là se produise? Parce que Alain, dans son isolement, même d'essayer de faire une démarche pour donner une présence, puis tout ça, c'était pas évident en tant que tel. C'est Alain qui est venu vers moi, à un moment donné, pour me dire, papa, en faisant des petites recherches, j'ai entendu parler qu'il y avait peut-être une thérapie qui se donnait avec des chiens d'assistance, puis qu'est-ce que tu dirais, là, Il ne me l'a pas demandé directement, là, en voulant dire, qu'est-ce que tu dirais de m'aider, peut-être à... Bon. Mais c'est déjà le début lorsqu'un vétéran qui souffre d'un choc post-traumatique, qui vient vers quelqu'un pour chercher de l'aide, c'est un premier pas, là. Un premier pas que je trouvais difficile. J'étais encore actif sur le marché du travail, à plein temps. J'étais impliqué avec la Chambre de commerce. J'avais un horaire de 5 jours. Puis là, Alain me dit, on peut-tu regarder peut-être pour voir... Là, j'ai dit à Alain, je dis, je vais t'expliquer quelque chose, là. Si ton père embarque là-dedans, là, je vais le faire à plein temps. Ça prend de l'organisation, ça prend de la planification. Il faut que tu fasses la recherche d'organismes. Et c'était pour... aviez-vous déjà trouvé l'organisme à ce moment-là? D'accord. Non. Là, c'était... Bon, OK. Il existe. Il y a des chiens qui existent. Puis OK. ça. Donc là, j'ai fait l'inventaire de plusieurs organismes. Et puis, à un moment donné, j'ai dit, je peux pas m'embarquer dans un projet comme ça avec le risque de décevoir Alain. Je vais vous donner un exemple. Là. Alain, dans les 13 ans, là, il venait de voir... il était rendu à son 12e ronde de boxe. Là. C'est le dernier et final. C'était le dernier. Les 11 autres, là, il était toujours au plancher. Donc là, il est dans son 12e ronde. C'est le dernier. Je vais-tu crier victoire ou je me fais passer un encore? Puis pour moi, là, c'était la dernière chance ultime. Donc là, j'ai partagé ça avec mon employeur en disant, à l'âge que je suis rendu là, j'apprécierais peut-être ça, avoir une pré-retraite, mais moi, mon objectif, c'était d'essayer de me trouver du temps pour embarquer dans ce dossier-là. Puis, fort heureusement, j'ai eu un patron qui a été compréhensif. Donc là, présentement, je suis à 3 jours semaine en pré-retraite, puis ça me donne 2 jours pour pouvoir me consacrer. Ça me donnait 2 jours pour pouvoir me consacrer à ce dossier-là. Donc là, on se fait un plan de match. On commence à faire l'inventaire des entreprises, puis tout ça. Mais à un moment donné, je trouve un organisme qui est au Mont-Saint-Hilaire. C'est les chiens Togo. Je fais de plus en plus de recherches, je rentre en contact avec l'organisme, puis là, je m'aperçois qu'ils sont très structurés. Ils ont une équipe d'intervenants. La propriétaire est une psychoéducatrice, puis bon, les chiens sont spécifiquement entraînés pour les post-traumatiques. Ils font un bilan de santé à l'individu pour voir s'il cadre dans le programme, et ainsi de suite. Donc, Alain entreprend ces démarches-là. Et là, pour obtenir le chien à ce moment-là, ça coûtait 8 000 $. Qu'est-ce que papa a fait? On peut arriver, sortir la carte de crédit, prendre un REER, on règle tout ça, c'est beau, t'as ton chien, vas-y, l'aventure est belle. Mais j'avais une toute autre vision de ça, parce que là, je voyais qu'Alain avait comme entrepris une démarche, puis je voyais un individu complètement différent. Je le voyais avec un sourire, avec une motivation, avec de l'espoir. Donc, j'ai dit non, il n'est pas question que je lui facilite la tâche, il va participer à ça. Donc là, on a dit, on va se créer un site web, on va faire l'inventaire des organismes qui veulent nous aider, on va lever une campagne de financement, on va faire appel au public, puis tout ça. Au début, Dominique, c'était fantastique. Tu sais, là, on a commencé ça au mois de février, si je me rappelle bien, c'était le 21 février. 2017? 2017. On avait besoin de 8 000 $. Donc, on en met un petit peu. Ben oui. Pour faire paraître là, la campagne est lancée. Mon employeur m'appelle, Michel, je t'appuie, voici 500 $. Le lendemain, je rencontre quelqu'un d'autre, voici 500 $. En fin de semaine, on a ramassé notre argent là, dans ma tête. Là, et là, on est 2 semaines, 3 semaines, il n'y a plus rien qui se passe. Je m'appelle Michel Albert, je ne m'appelle pas Justin Trudeau, je m'appelle encore Michel Couillard. Donc, mon réseau de contacts est quand même assez limité. Puis moi, ben, je suis retraité depuis 1994, donc mes relations avec la communauté militaire sont pratiquement sont très minimes. Donc là, je m'aperçois qu'il y a un petit découragement qui s'installe. Là, l'inquiétude s'installe. Donc là, il faut redoubler d'efforts. On contacte des organismes, on va voir Rotary Val-Bélair, on va voir Rotary Valcartier. Et j'ai eu de l'aide. Tu sais, ça a comme émoussé un petit peu. Mon réseau de contacts étant j'ai fait le tour du jardin, comme on dit. Je pénètre dans d'autres réseaux de contacts. Et là, ça se remet à d'habitude. Ça recommence. Ça recommence encore. Donc, on était, jusqu'à la semaine passée, on était aux approximatifs de 6 000 $.
j'ai eu la nouvelle de Noémie Labérois, qui est la propriétaire des chiens Togo, qui disait dorénavant, ces chiens sont subventionnés. Elle dit, je trouve ça très déplorable, Michel. Elle dit que tu sois le dernier. Elle dit, tu me fais penser à quelqu'un qui va s'acheter un habit au magasin à plein prix, puis que le lendemain, il est à 70 de réduction. Elle dit, moi, elle dit, ce que je te propose, elle dit, casse-toi plus la tête. Ton chien, tu vas l'avoir. Le financement que tu as nous suffit. Puis si tu veux continuer ta campagne, puis obtenir le restant pour payer ce qui manque, absolument, je suis très à l'aise avec ça. Donc moi, j'ai pris l'engagement avec Noémie. Je l'ai remercié. Je lui ai dit, écoute, tu viens de nous enlever un gros poids sur les épaules. Donc là, ils sont en recherche présentement pour trouver le bon chien pour Alain. Puis moi, je garde la campagne ouverte. Puis j'ai annoncé, c'est public sur le site web, j'ai annoncé que tout excédent va être redonné à cet organisme-là pour pouvoir aider peut-être d'autres militaires. Et quel est le site Internet, Michel? Quel est le site Internet, le nom du site? C'est le www.leschienstogo.com et on peut avoir l'information aussi par le biais de notre site web. Oui, tout à fait. C'est le www. On a gardé ça simple, .michelalbert.net. Parfait. Toute l'information est là. D'accord. Et vous avez accordé là, beaucoup d'aide à Alain. Maintenant, comment vous vous sentez face à votre fils qui a toujours besoin et qui aura toujours besoin? Comment votre quotidien, c'est quoi? Mais là, je vous dirais que sans faire de prévision en tant que telle, l'entraînement est prévu. Si toutes les choses vont bien, là, au mois d'août, le chien devrait être sélectionné. Je vais quand même ouvrir une parenthèse parce qu'il avait déjà trouvé un chien, Alain. Puis l'entraînement avait débuté. Puis là, de là où ce que j'apprécie encore mieux l'organisme en tant que tel, durant la période d'entraînement, Alain doit se déplacer, aller au Mont-Saint-Hilaire, suivre ses séances d'information pour corriger ses mauvaises habitudes envers l'entraînement avec le chien. Puis durant la dernière période d'entraînement, le chien a eu un mauvais comportement. C'était vraiment inapproprié. Puis le groupe des chiens Togo se sont réunis puis ont décidé de retirer le chien du programme. Madame Labérois m'a écrit à ce moment-là, puis je voyais qu'elle était très malade. Elle avait vraiment un malaise de nous annoncer cette nouvelle-là. Puis moi, l'inquiétude vis-à-vis de cette nouvelle-là, c'était comment est-ce qu'Alain va prendre ça? Parce que là, il venait de se trouver un chien, il venait d'avoir un contact avec le chien. Puis il l'avait déjà vu, là, le chien. Là. Puis là, il anticipait le futur. Là, le château de cartes vient de s'effondrer. J'ai félicité Alain pour la façon dont il a réagi vis-à-vis de ça. Et j'ai surtout félicité l'organisme parce qu'il aurait pu arriver, le chien il a eu un mauvais comportement, là, il a grogné, puis il aurait pu être méchant. Là. Puis il y avait une petite incompréhension vis-à-vis des entraîneurs. Quand on ne comprend pas ça, il a rencontré plusieurs personnes, on l'a amené dans le public, il a été avec des enfants, il a été avec d'autres animaux. J'ai dit à Noémie, ces animaux-là, ils ont un sens qu'on n'a pas, nous. Absolument. Il y a eu un premier contact avec quelqu'un qui était post-traumatique, puis ça l'a probablement effrayé. Une supposition qu'on a. Puis Noémie aussi a dit, c'est fort probable. Puis je dis, moi, je te félicite, parce que je dis, je connais bien des organismes qui auraient étouffé l'événement en disant, bon, c'est un geste isolé. Je trouve qu'ils ont eu vraiment du professionnalisme là, de dire, OK, on passe à d'autres choses, c'est pas ça notre mission, nous autres, c'est vraiment de trouver le bon chien, puis tout ça. Puis Alain a très bien pris la nouvelle. Donc, pour répondre à votre question, à dire comment est-ce que j'entrevois le futur, on ne peut pas le prévoir, en espérant que d'ici le mois d'août, tout se déroule bien. Moi, Alain, depuis qu'il a eu sa séparation, il est sorti de son isolement grâce à ce projet-là. Papa est toujours là. Donc, quand il y aura son chien, moi, j'habite dans la nature, il y a un grand terrain, puis je lui ai toujours dit, Alain, tu es toujours le bienvenu, si tu veux aller prendre une marche en forêt, viens chez nous, puis je suis disponible. Je ne veux pas être une béquille, par contre. Les personnes qui ne sont pas traumatisées vont se comprendre entre eux. Le danger, c'est qu'ils se donnent des thérapies entre eux. Il n'y a pas un post-traumatique qui réagit de façon identique. Donc moi, comme père et comme ancien militaire, je ne peux même pas me permettre de dire « Alain, je te comprends ». Le post-traumatique est personnel à un individu, puis il y a des professionnels qui sont là pour les comprendre, ces personnes-là. Mais j'espère, en tout cas, puis s'il vient écouter la capsule, j'espère qu'il saura que son père sera toujours là pour écouter. Mais je ne me transformerai jamais en thérapeute en tant que tel.
Écouter puis le guider aussi C'est ça. vers Montrer des soins. que je suis disponible, que je suis à l'écoute et tout Et ça. C'est l'amour là-dedans, hein, qui Tout à fait, fait. Tout à fait. qui est la meilleure, peut-être la meilleure thérapie, si on peut dire. En terminant, Michel, si vous aviez un message à livrer à ceux qui nous écoutent, ça serait lequel? Ça m'a permis de découvrir là, qu'il y avait des militaires qui avaient de très grandes souffrances. Un petit peu d'émotion qui m'habite actuellement parce que j'ai, par le biais de Facebook en tant que tel, puis le biais de mon site web, j'ai des anciens militaires qui vivent ce post-traumatique-là avec lesquels j'ai partagé certaines informations, certaines choses. Je suis tellement désolé de voir leur souffrance en tant que telle. Je suis tellement déçu de voir l'inefficacité de la machine gouvernementale. Je ne veux pas dénigrer les anciens combattants, mais il y a une grosse lourdeur là-dedans qui s'installe. Oui, on sont au courant des projets du chien, là, mais c'est des études, puis des études. Pendant ce temps-là, nos militaires s'isolent dans leur souffrance. Il y a un nombre important de suicides et tout ça. Le message que je voudrais lancer, là, c'est, écoutez, gardez espoir. Il y a toujours un espoir. Il y a toujours une porte qui va s'ouvrir à quelque part. Il y a toujours quelqu'un qui va vous écouter. Donc, accrochez-vous. C'est le meilleur message que je peux envoyer. Alors, pour ceux et celles qui voudraient aller voir votre site, rappelez-nous l'adresse du site. www.michelalbert.net. Et les chiens Togo sont maintenant subventionnés. Donc, s'il y a des militaires qui croient qu'un chien pourrait les aider, parlez-en aux professionnels de la santé. Puis à ce moment-là, c'est peut-être le meilleur médicament que sans piffrer de pilule. Là. Absolument. Michel Albert, merci beaucoup pour votre grande générosité. C'était très agréable. Merci de m'avoir permis de partager ça avec votre auditoire. C'était un plaisir. Merci beaucoup, Michel.